Chers collègues, nous allons ouvrir notre réunion qui est publique comme d'habitude. Je voudrais remercier vraiment Nasser Kamel d'être présent aujourd'hui parmi nous. Vous êtes secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée depuis juin 2018, après avoir accompli une très belle carrière diplomatique dans votre pays, l'Égypte. Vous êtes accompagné, je veux le saluer, il est à vos côtés, de Pierre Duquesne, ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée, que nous avons invité à participer à cette réunion et qui souhaitera sûrement réagir aux propos des uns ou des autres. Nous le savons, je veux vraiment parler juste une petite minute parce qu'ensuite c'est à vous, c'est vous qu'on est venu entendre ce matin. Vous avez été ambassadeur en France de 2006 à 2012. Vous avez occupé la fonction de ministre adjoint des Affaires arabes et du Moyen-Orient. Chez vous, la Méditerranée, nous le savons tous, et c'est pourquoi nous avons décidé de cette audition, est au cœur des principales problématiques contemporaines qui nous concernent tous. Bien évidemment, la question de la paix, de la sécurité, de la stabilité, la question du développement, la question des migrations liées aux migrations, la question de l'environnement, du dérèglement climatique, la question si importante de la gestion de l'eau, et la question aussi du dialogue des civilisations. Nous savons que cette idée a germé au terme du processus de Barcelone. Il fallait, dans les années 2007-2008, relancer le processus de Barcelone. Et Nicolas Sarkozy a eu cette idée d'une union méditerranéenne. Et donc, c'est à ce moment-là que l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, voit le jour en 2008. Bien évidemment, cette union a dû composer avec de nombreux obstacles, difficultés à faire émerger des intérêts communs entre 43 pays, dont certains sont très éloignés des rives de la Méditerranée. Persistance évidemment des crises, je pense au conflit israélo-palestinien, partition de l'île de Chypre, situation du Sahara occidental, irruption de nouveaux foyers de tension en Libye ou en Syrie. Néanmoins, l'Union pour la Méditerranée incarne depuis 2008 un espace de dialogue qui est pour nous extrêmement précieux. Et nous pensons d'ailleurs qu'une relance de ce processus serait évidemment une bonne chose. Vous êtes là aujourd'hui pour nous dire quelles sont les initiatives, quels sont les projets, quelles sont les perspectives de cette Union pour la Méditerranée, dont je suis très heureuse de vous donner la parole, Monsieur le Secrétaire général. C'est à vous. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ça fut vraiment un grand plaisir et honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de la Méditerranée au sens large, mais aussi de l'Union pour la Méditerranée, qui est le cadre institutionnel intergouvernemental qui a l'ambition de structurer ce partenariat. C'est ma deuxième audition dans cette prestigieuse commission. La première, il y a une dizaine d'années, quand j'étais ambassadeur d'Égypte à Paris. Alors ça me rappelle et ça invite des mémoires, des très belles mémoires de mon passage très fructueux dans cette belle ville de Paris. La Méditerranée, Madame la Présidente, comme vous l'avez dit, est plus que jamais au cœur de nos débats. Je parle de l'Euromed, de notre espace commun. Je crois que ce sera très important qu'on discute aujourd'hui des enjeux touchant notre mer partagée, la nécessité capitale de renforcer notre coopération dans cette zone vitale. Mais avant de parler de ces enjeux, permettez, même si vous l'avez fait dans votre remarque d'introduction, de rappeler un peu le contexte historique qui a amené à la création de l'Union pour la Méditerranée. La Méditerranée, cette mer que nous partageons, cette mer de civilisation, de culture, cette mer qui a créé la démocratie, la philosophie, même les règles qui régissent les relations internationales d'aujourd'hui, a vu en 1995, dans une époque de grand optimisme, je pense, parce qu'à l'époque, on a vu la réunification allemande ou la fin de la guerre froide, proprement dite. On a vu le traité de Maastricht avec un projet d'intégration européen renforcé.
Et on a vu des accords, ce que nous appelons à l'époque les accords d'Oslo, qui ont créé l'autorité palestinienne qu'on connaît aujourd'hui, avec l'espoir que ce conflit qui dure depuis des décennies pourrait peut-être voir une solution pacifique. Et dans ce contexte-là, l'Europe, c'était pas encore l'Europe des 28, hein, je crois que c'était l'Europe des 15, avait l'ambition, avec les pays du parcours sud de la Méditerranée, de renforcer leurs liens et de créer une plateforme, hein, pour régir leur coopération. Et c'est à un moment-là où se fut lancé ce qu'on appelle aujourd'hui le partenariat euro-méditerranéen, ou le processus de Barcelone, tel qu'il est appelé maintenant. Toutefois, il faut aussi quand même reconnaître, après le lancement de ce processus, hein, qui a créé des structures et des modalités de coopération et d'échange sur plusieurs secteurs, mais il a quand même rencontré a fait face à des lacunes d'ordre régional et d'autres de l'ordre structurel, je dirais. Au niveau régional, je dirais que la situation régionale a évolué après dans un sens un peu plus négatif. Le processus de paix lancé à Oslo a vu des grandes difficultés. On a eu les attentats du 11 septembre qui ont eu un effet psychologique et géopolitique et qui ont amené 2 ans ou 3 ans plus tard à l'invasion de l'Irak, qui a créé une tension sans précédent dans la rive sud de la Méditerranée. Et il ne faut pas oublier aussi, il y avait aussi la perception, surtout du Sud, que la relation du processus de Barcelone, qui était géré principalement par la Commission européenne et par l'Union européenne, était une relation perçue comme Nord-Sud, comme basée sur une certaine conditionnalité. Je parle en toute ouverture, même si c'est une séance ouverte, et une relation basée sur l'approche donateur-bénéficiaire, où les relations n'étaient pas équilibrées. Alors 2008, j'étais d'ailleurs ici, je constatais qu'il y avait, pas seulement en France, pas seulement en Égypte, mon pays d'origine, mais partout autour de la Méditerranée, il y avait le désir et le besoin de voir quelque chose de nouveau émerger. Je crois que la France, à l'époque, c'était le président Nicolas Sarkozy, a saisi ce besoin et a lancé l'idée ou l'initiative de créer. Est-ce qu'il y a un problème avec? Non, aucun. Ouais. Il fait simplement un peu chaud, donc on a demandé de baisser de quelques degrés. Pour moi, il fait froid, mais en tout cas. Oui, je sais. Oui. C'est juste pour illustrer. Il y a des gens du Sud, des gens du Nord. Non, il ne fait pas froid. Alors en 2008, j'ai dit il y avait un besoin inhérent, mais aussi il y avait une initiative française bien définie de créer une structure nouvelle. Alors on a organisé le sommet de Paris en 2008, et pour rappeler un peu le titre du sommet, parce que les gens en parlent toujours de l'Union pour la Méditerranée, mais le titre du sommet à l'époque, c'était le processus de Barcelone, Union pour la Méditerranée. C'est-à-dire le processus de Barcelone est une partie intégrale, structurelle, organique de ce qui est aujourd'hui l'Union pour la Méditerranée. Et dans ce sens-là, cette nouvelle structure a accepté complètement les acquis du processus de Barcelone, mais elle a élargi le cadre en le rendant un cadre régional. Ce n'est plus une relation bilatérale entre l'Europe d'une part et les pays du parcours sud, mais une approche régionale avec
des structures organisationnelles uniques, hein, et une approche opérationnelle qui prend en compte la dimension régionale de la relation. Le plus important, c'était la structure de gouvernance, parce que l'Union pour la Méditerranée a été conçue sur l'idée de copropriété, une coprésidence, des décisions prises au consensus, un équilibre entre le Nord et le Sud dans la prise de décision, dans l'orientation de l'organisation, dans le choix de projets, dans le choix des chantiers sur lesquels nous travaillons. Alors, une gouvernance, à mon avis, équilibrée entre le sud et le nord de notre mer commune. Aussi, l'Union s'est voulue aussi orienter vers des projets. Et d'ailleurs, un des projets phares à l'époque, c'était un projet d'une station de désalination à Gaza, mais depuis, on parle aujourd'hui de plus de 50 projets avec un budget qui dépasse les 5 milliards d'euros. L'institution, l'organisation a adopté une approche de travail qui était pragmatique. On utilise ce jargon qui est important d'ailleurs au sein de l'organisation. On travaille sur les 3 P. Les 3 P, le premier P, c'est le dialogue politique. Et le dialogue politique, c'est-à-dire les ministériels, sectoriels et les réunions de hauts fonctionnaires qui ont comme ambition créer des plans d'action, des stratégies communes sur tous les thèmes d'intérêt commun qui lient les 2 rives de la Méditerranée, en commençant par l'environnement, changement climatique, emploi, coopération industrielle, commerce, jeunesse, autonomisation des femmes. La liste est très longue. D'ailleurs, dans les 3-4 dernières années, on a pu organiser 17 ministériels dans différents secteurs d'importants sujets sur lesquels on a essayé d'adopter des stratégies et des plans communs. Le deuxième P, c'était un peu ce que nous appelons les plateformes de dialogue. Les plateformes de dialogue, c'est des plateformes qui réunissent la société civile, les acteurs principaux, et par acteurs, je veux dire syndicats, entrepreneurs, toutes les composantes de nos sociétés au sens large, hein, pour essayer de définir des orientations générales qui peuvent alimenter le dialogue politique gouvernemental et pour amener des propositions concrètes, hein, aux décideurs en vue d'adopter des stratégies, des plans et des actions et même des projets. Et le troisième P, évidemment, c'est les projets dans lesquels on joue un rôle de fédérateur, de mobilisateur de fonds, d'accompagnateur de projets et même faire un peu la publicité de ces projets quand il faut le faire. Avant même de parler de ce que l'organisation a pu accomplir, il faut quand même reconnaître que l'organisation la déclaration de Paris, c'était 2008, mais le secrétariat s'est lancé effectivement en 2010. Ça a pris une année pour la bâtir d'une manière cohérente. Alors, elle a commencé son travail en 2011, une année assez intéressante dans le sens historique et géopolitique, parce que c'est le printemps arabe qui arrive, avec l'ambition vers une Méditerranée démocratique, prospère, mais aussi qui a ouvert une période de transition incertaine dans la zone.
On a tous vu la situation en Libye, en Syrie. On a vu aussi la Tunisie et l'Égypte, mais qui se sont stabilisés beaucoup plus rapidement, tandis qu'en Syrie et en Libye, on a vu un effondrement complet des instituts et des structures de l'État. On a vu aussi une montée sans précédent des phénomènes d'extrémisme et terrorisme. Et on a vu aussi une montée puissante de l'immigration, des flux migratoires sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, c'était un défi partagé aussi entre les deux rives de la Méditerranée. 2011 aussi, c'était à peine 3 ans après 2008, avec la crise financière qui a frappé l'Europe, mais qui a surtout frappé l'Europe méridionale, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, un peu la France. Alors, ces acteurs principaux d'une coopération euro-méditerranéenne étaient quand même assez préoccupés à la fois par des enjeux sécuritaires, extrémisme, terrorisme, migration, et aussi les difficultés économiques dont ces pays avaient rencontrées pendant l'époque. Dans ce contexte difficile, je crois que l'UPM quand même a pu s'adapter d'une manière assez extraordinaire. Je donne plein crédit à mon prédécesseur, un diplomate et un technocrate marocain de grande valeur qui a géré l'organisation Fathallah Sijil Massi, qui a été secrétaire général pendant 6 ans. C'est vraiment les 6 ans difficiles qui a eu une approche très très pragmatique, parce que quand même, malgré ce contexte, je dirais, défavorable, il a eu, avec les pays membres, une approche pragmatique en continuant le dialogue entre les États membres et les parties prenantes, en vue d'établir des agendas, parce que ce n'est pas un agenda, des agendas régionaux communs, ambitieux. Alors, pendant sa période, il a tenu 17 ministériels sur des questions qui vont du renforcement du rôle des femmes jusqu'à l'emploi, commerce, économie numérique, coopération industrielle, eau, développement urbain, transport, énergie. La liste est très longue. Même dernièrement, on a élargi nos champs d'action. On travaille ensemble aujourd'hui sur un domaine très important lié même au changement climatique, qui est celui de la protection civile. Pour la première fois, la Méditerranée va travailler ensemble dans le domaine de protection civile pour pouvoir faire face à des désastres qui sont naturels et parfois qui sont man-made, comme on dit en anglais, ce sont dus au changement climatique dont nous vivons aujourd'hui. Alors, l'organisation continue à fonctionner, a continué à avoir des initiatives. Je pourrais peut-être donner un exemple ou deux. Un exemple qui me tient très cher, c'est celui de l'agenda femmes de cette organisation, parce qu'on a une agenda très ambitieuse dans le domaine de l'autonomisation de la femme. Et c'est un des domaines où on a vu le 43 pays en accord complet, un consensus sans aucune objection sur un plan précis sur lequel on est en train aujourd'hui de définir des indicateurs bien déterminés par rapport à ce que nous devrons faire pour assurer l'égalité homme-femme, pour donner à la femme sa place dans la société politiquement, sa place dans le marché du travail, sa place, son égalité complète avec ses pairs. Et on est même en train de créer un mécanisme d'évaluation des pairs où on sera en mesure de dire aux uns aux autres: vous êtes quand même en retard par rapport à ceci ou à cela. Et ça démontre une volonté commune d'avancer une agenda dans un sujet que moi je trouve assez important.
La même chose pourrait se dire par rapport à la grande question qui est très importante pour la Méditerranée, c'est la question de l'eau. On est une des régions les plus pauvres de la planète en ressources d'eau. Alors là, on a une stratégie par rapport au management de nos ressources, une stratégie par rapport aux finances de cette ressource très chère et très difficile à trouver dans notre région, et aussi une stratégie par rapport à la atténuation des effets de changement climatique concernant l'eau, mais concernant d'autres problématiques liées au changement climatique au sens large. Sur la dimension aussi initiative, on s'est rendu compte très vite que une des défis majeurs de la région, et c'est pas simplement lié au sud de la Méditerranée, mais c'est le sud et le nord ensemble, c'est le grand défi de trouver de l'emploi pour nos jeunes dans une région où le pourcentage de jeunes ne cesse d'accroître. On parle de 60 à 70% de la population du sud de la Méditerranée, mais on parle de 40% aussi dans des pays de l'Europe méditerranéenne. Alors, d'initiatives dans ce domaine, on a une initiative phare qui s'appelle Med for Job, on pourra en parler pendant le débat. Et aussi d'autres programmes ou projets concrets sur lesquels l'organisation s'est penchée. Exemple, programme de dépollution du lac du Bizerte, où on vise à améliorer les conditions de vie d'une région peuplée d'un demi-million d'habitants. Le projet que j'ai évoqué au début de dessalement de Gaza, qui répond aux besoins de 2 millions d'habitants, qui a vu des avancées majeures dernièrement. Un projet de régénération urbaine dans un quartier très peu pauvre du Caire où il y a 2 millions d'habitants. Tout ça, c'est des exemples de ce que l'UPM est capable de faire et comment elle intervient d'une manière ou d'une autre pour améliorer et pour avoir un impact sur le terrain. J'ai expliqué un peu la raison d'être, comment on a été lancé, des petits exemples à droite et à gauche de ce que nous faisons. Je devrais quand même revenir, avant de terminer, parce que je vois la montre, sur où en est-il aujourd'hui. À mon avis, il y a de nombreux signes qui me rendent très optimiste. Premièrement, on voit un regain d'intérêt dans la région au sens large pour la coopération méditerranéenne. Et l'exemple français, c'est l'initiative du président de la République pour un sommet des deux rives. Et je ne vais pas l'évoquer maintenant parce que j'en suis sûr que vous allez l'évoquer. Et je vous dirai comment j'en suis ravi et content de parler de cette initiative très, très pertinente. Je vois aussi une amélioration, tout est relatif, mais une relation relative de la situation géopolitique dans la région. Je parle du sud de la Méditerranée. Une relance économique timide, mais quand même stable au nord. Une diminution marquée de la pression migratoire. On parlait des millions il y a 3 ans qui essaient de traverser. Cette année et l'année passée, on parle des dizaines de milliers. Alors, on n'est plus dans un mode crise avec des pressions énormes. On voit aussi une coopération sous-régionale croissante, le 5+5, et aussi même dans l'est de la Méditerranée, une coopération sur des domaines comme le gaz, qui est très important pour l'indépendance énergétique de la zone au sens large. On a vu aussi dans les 2-3 dernières années un retour de la normalité. Alors, notre Conseil suprême, qui est le ministre des Affaires étrangères, a pu se réunir d'une manière quotidienne tous les ans depuis
16, 17, 18 et cette année, à la fin de cette année. Alors, l'organisation fonctionne sur un mode, pas de crise, mais un mode normal avec un regain croissant. Je le vois même moi-même dans l'intérêt des médias, hein, dans les demandes d'interviews, dans les questions que je reçois. La Méditerranée, on ne la voit plus maintenant d'un prisme seulement lié aux crises et aux tensions, mais comme quand même une zone de coopération possible et demandée et espérée par à la fois les populations de la région, mais aussi les dirigeants politiques. J'ai plein d'autres choses à partager avec vous, mais je vois que c'est 21 minutes 14 secondes et je m'arrête là. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Vous aurez le temps de répondre aux uns et aux autres. Avec l'autorisation des collègues, je vais maintenant donner la parole pour 5 minutes ou un peu plus à notre ambassadeur, parce que, à l'initiative du président de la République française, sera organisé à Marseille le 24 juin ce qu'on appelle le sommet des deux rives. Vous venez d'en parler, Monsieur le Secrétaire Général. Et on vous y et vous évidemment vous reviendrez. C'est un dialogue, je trouve, très intéressant à 5+5, on va dire. 5 États du Sud, Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc, Tunisie, et 5 États du Nord, France, Italie, Malte, Portugal, Espagne. Je pense que ce sommet est extrêmement important et je serais très heureuse, Monsieur l'ambassadeur, que vous puissiez nous en dire un peu plus sur son ordre du jour, ses perspectives et la vision qui est la vôtre de ce sommet dont vous avez la charge. La parole est à vous. Merci Madame la Présidente, mais je m'en voudrais de prendre du temps à mon ami le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Vous avez rappelé le souhait du président de la République, et dans la ligne de ce qui vient d'être dit, de renouer avec une politique méditerranéenne plus inclusive. 10 ans après la création de l'UPM, il annonçait ce projet fin août dernier. Le sommet de Marseille qui se tiendra au Palais du Pharo le 24 juin se veut à la fois un sommet et un dialogue avec la société civile des 10 pays du 5+5. Nous sommes dans le processus de sélection de 100 personnalités qualifiées, 10 de chacun des pays, relevant de 5 domaines que je vais vous dire, qui vont interpeller les chefs d'État et de gouvernement, qui vont, 15 jours avant, à Tunis, lancer un appel des 100 pour inciter, ce sera le 11 et le 12 juin, pour inciter les chefs d'État et de gouvernement à réagir. Donc l'idée, ce n'est pas seulement un sommet, c'est aussi une rencontre avec des représentants de la société civile de ces 10 pays. Je dis en passant que le format 5+5 est le plus ancien format méditerranéen. Il est antérieur, bien sûr, à l'Union pour la Méditerranée. C'est le moins connu, c'est le plus efficace, le plus pragmatique, à telle enseigne qu'il y a même chaque année une réunion des ministres de la Défense du 5+5 et qu'ils s'y parlent pas de grandes stratégies de défense, mais y compris de prévention civile, d'action commune, de formation de leurs militaires. On essaye de faire, avec ce sommet, de passer 4 messages. De rive est peut-être pas le bon mot, plutôt l'idée d'une Méditerranée intégrée, et ça rejoint ce qu'a dit le secrétaire général. Nous avons des problèmes communs, y compris ceux d'emploi. Deuxièmement, des projets concrets. Je vais vous donner une typologie qui vont parler aux gens, donc ce n'est pas revisiter toutes les crises de la Méditerranée, et singulièrement en Méditerranée occidentale, il y en a moins. Nous voulons essayer de montrer que le Sud peut apprendre au Nord. Donc il y a des domaines dans lesquels nous avons des choses à apprendre, et donc pas seulement la position effectivement de donneur de leçons. Et donc au total un agenda positif qui ne se résume pas, loin de là, à la question migratoire. 5 grandes thématiques qui seront autant de réunions préparatoires dans les divers pays de la zone entre avril et mai. Les Algériens prendront en charge un forum sur l'énergie. Les Marocains prendront en charge un forum sur l'économie et la compétitivité. Les Maltais prendront en charge un forum sur jeunesse, éducation, mobilité. Les Italiens prendront en charge un forum sur environnement et développement durable. Et nous aurons
le forum culture, tourisme, médias qui se déroulera début mai à Montpellier. Donc la région Occitanie n'est pas négligée par rapport à la région PACA Sud. J'en termine par qu'est-ce qu'on veut essayer d'obtenir, cette grande typologie d'actions, de projets. Et je vous donne des exemples, mais sachant que les exemples commencent à monter, mais l'idée c'est que montent des 5 réunions préparatoires et de la société civile des exemples divers et qu'un tri soit fait par les 100. J'ai oublié de dire que les 100 seront présidés par quelqu'un, vous connaissez peut-être le nom, que cette commission a peut-être auditionné, Madame Ouided Bouchamaoui, ancienne présidente de l'UTICA tunisienne, prix Nobel de la paix 2015, chef d'entreprise. On va pousser des projets, 7 catégories, donc on va pousser des projets durs, par exemple des interconnexions énergétiques, de transport, que sais-je. On va pousser des projets, désolé pour l'anglicisme, soft. Ça peut être aussi bien création d'un réseau d'écoles de la deuxième chance, quelque chose qui monte, que dans un tout autre domaine, une réflexion sur un festival des théâtres antiques, dans lesquels on ne ferait pas du théâtre antique, mais de la musique moderne éventuellement. On va pousser des appellations méditerranéennes. Les Italiens nous incitent à réfléchir sur le blé dur, duquel on fait et la semoule et les pâtes, ce que souvent nos concitoyens ignorent. Mais dans un tout autre domaine, faut-il créer une RSE méditerranéenne? On va pousser des politiques publiques ensemble, la plus évidente étant zéro plastique en Méditerranée. On va pousser des régulations ensemble dans les organisations internationales, par exemple réduction des émissions de soufre ou de CO2 par les navires. On va éventuellement réfléchir à des institutions, pas pour remplacer l'UPM du tout, mais je vous donne un exemple, créer une école des métiers de la mer. Ça n'existe pas. On va enfin réfléchir à des concepts communs. Exemple suivi ensemble des objectifs de développement durable. Tout ça, et j'en termine, c'est le travail, et j'ai lancé cette idée un peu d'un G, d'un groupe G, qu'on pourrait appeler G10 MED, 5 plus 5. Il n'a pas cette qualification aujourd'hui, mais c'est cette idée-là, impulsée dans les organisations internationales, au premier rang desquelles l'Union pour la Méditerranée, des idées, mais aussi, je vous ai parlé des missions de soufre, l'Organisation maritime internationale, que sais-je. Dernier point, nous le faisons dans un format un peu particulier qui consiste à prendre les pays du 5 plus 5, les 2 organisations méditerranéennes que sont l'Union pour la Méditerranée et la Fondation Annalint pour le dialogue des cultures, que préside Madame la Présidente, votre prédécesseur, 4 organisations économiques internationales, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et enfin l'Organisation de coopération et de développement économique, et l'Union européenne et la République fédérale d'Allemagne. Car l'idée était que cette affaire devait se faire de manière plus inclusive, un petit peu plus inclusive qu'en 2008. Merci, j'étais un peu long, pardonnez-moi. Monsieur le secrétaire général, vous vouliez rajouter un mot sur la participation, peut-être le cadre de participation de l'UPM par rapport au sommet de Rives, puis après on va écouter les collègues qui ont de nombreuses questions à vous poser. Allez-y. Alors, pardonnez-moi. Non, mais c'est juste pour rejoindre ce que l'ambassadeur du Caire avait dit. Moi, je trouve que l'appel de Tunis du président Macron s'inscrit pleinement dans cette dynamique que je viens d'évoquer d'un regain d'intérêt, que ce soit au nord ou au sud des 2 rives de la Méditerranée. La France, par cette initiative, elle se réengage d'une manière forte et puissante en faveur de l'objectif de l'EPM et de la Méditerranée au sens large.
les thématiques du sommet, ce sont des thématiques sur lesquelles nous avons travaillé pendant 5 ou 6 ans. On coordonne d'une manière organique avec la République française et avec mon cher collègue Pierre sur la matière. On est pleinement engagé en tant que UPM. En amont, on va essayer d'accompagner au meilleur de nos capacités les pays accueillant les différents forums sectoriels. On va mettre à leur disposition notre expertise, savoir-faire sur les thématiques identifiées. On va essayer de contribuer au maximum à l'appel de sang dont l'ambassadeur du Caire a fait allusion. Je participerai au sommet parce que la France m'a convié en tant que secrétaire général de l'UPM, mais on avale aussi dans notre capacité unique de structure permanente dédiée au renforcement du partenariat euro-méditerranéen, nous appuierons les résultats du sommet. Pierre Duquesne a parlé de quelques initiatives et j'en suis sûr qu'il y en a d'autres. On va travailler pour assurer leur mise en œuvre et aussi leur suivi dans le futur. Alors, et je terminerai par dire que cette initiative s'inscrit parfaitement dans la logique de l'EPM qui a toujours été très réceptive de l'idée de géométrie variable, des initiatives sous-régionales, quel que soit et il a raison quand il dit le 5+5 fut un des cadres les plus dynamiques parmi nos partenaires. Et dans ce sens-là, on a toujours accompagné les 5+5. On est dans tous les ministériels de 5+5. On est, j'ose même dire, le secrétariat technique structurant de cette initiative. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Alors, je donne la parole maintenant au collègue Mireille Clapeau pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur l'Ambassadeur. Permettez-moi tout d'abord de citer en cette semaine des droits de la femme à l'international une écrivaine en lien avec ma circonscription de la Drôme, la marquise de Sévigné, qui écrivait il y a 330 ans « Nos mères sont toutes émues, il n'y a que votre Méditerranée qui soit tranquille ». Alors je ne sais pas si elle était visionnaire il y a quelques siècles. On est dans un contexte pour le moins contrasté. Et comme vous l'avez expliqué, Madame la Présidente et Monsieur le Secrétaire Général, les enjeux de cette région, ils se nomment paix et sécurité, parce que ce n'est pas aussi tranquille que ce que le disait la marquise de Sévigné. Ils se nomment environnement, climat, gestion de l'eau, migration, dialogue des civilisations et inclusion. Donc le groupe La République En Marche, d'abord, vous remercie pour cette intervention de grande qualité et réaffirme son soutien à l'Union pour la Méditerranée, car cette enceinte est la seule qui permet à la fois un dialogue régional associant tous les partenaires méditerranéens et le développement de projets concrets pour rapprocher les deux rives de la Méditerranée. En effet, en 10 années d'existence, l'Union pour la Méditerranée a déjà labellisé, vous allez nous le confirmer, une 50aine de projets d'intégration régionale dans des domaines aussi divers que la dépollution de la Méditerranée, les énergies renouvelables, l'enseignement supérieur et la recherche, la protection civile, les autoroutes de la mer, les autoroutes terrestres et l'appui aux PME. Et l'UPM est aussi une institution qui, loin d'être figée, a la volonté de se réformer. Lors de la 3e conférence des ministres des Affaires étrangères qui s'est tenue en janvier 2017, les ministres représentant leur État à l'UPM se sont accordés pour renforcer son rôle en lui permettant à l'avenir d'aller chercher elle-même des financements à ses projets. Et par ailleurs, ça a été dit et bien décrit, merci Monsieur l'Ambassadeur, le président Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de renforcer la politique méditerranéenne de la France et un sommet des deux rives dans un format resserré 5+5, se réunira en juin prochain à Marseille pour, je cite Emmanuel Macron, refonder une politique méditerranéenne plus inclusive. Et donc, vous nous avez parlé des projets, nombreux projets alléchants, portés par les 100 personnalités qualifiées, présidées par Wahidet Bouchamaoui. À l'approche de la journée des droits des femmes, le 8 mars, ma question va porter sur l'égalité femmes-hommes. Vous nous l'avez dit, Monsieur le Secrétaire Général, c'est à l'agenda de l'UPM.
Mais une part importante de ces pays ont encore des progrès significatifs à accomplir en matière de genre. Je pense aux pays du Maghreb. En Tunisie, par exemple, la loi proposant de mettre les femmes et les hommes sur un pied d'égalité en matière d'héritage n'a toujours pas été adoptée, alors qu'elle est soutenue par l'exécutif. Je pense aux pays des Balkans, où en Albanie en particulier, le nombre de cas de violences faites aux femmes est toujours élevé. Je pense aux pays du Proche-Orient, où en Égypte, des lois discriminatoires contraignent toujours les femmes mariées à obéir à leur mari en échange du fait qu'ils subviennent à leurs besoins. Donc pourriez-vous nous indiquer quelles orientations suit l'UPM en matière d'égalité des genres dans cette région? Et plus précisément, puisqu'il y a eu en octobre 2018 une conférence organisée par l'UPM sur l'autonomisation des femmes qui était intitulée « Les femmes construisent des sociétés inclusives en Méditerranée », quelle a été la portée de cette conférence? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour les Républicains, Claude Goasguen. Voilà. Monsieur le secrétaire général, monsieur l'ambassadeur, moi, je vais vous dire un certain nombre de choses. J'ai beaucoup étudié ce sujet. Et je voudrais vous dire que je suis très favorable à l'Union pour la Méditerranée et que c'est un des sujets de satisfaction que de voir que le ministre des Affaires étrangères a décidé de relancer... Monsieur le député, changez de micro pour qu'on puisse vous voir. Si vous ne me voyez pas, alors, avec ma chemise... Mais il faut que tu éteignes le micro d'à côté. Je recommence alors. Alors après, c'est pas archevêque, c'est portoricain. Enfin, faut pas charrier, quoi. Voyez comment ils sont. Hein. C'est terrible. Il n'y a pas qu'en Égypte qu'on s'ouvrit. Hein. Il y a aussi en France. Oui, je voulais vous dire que moi, je suis très favorable à l'Union pour la Méditerranée et que c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir vu cette relance faite par le ministre des Affaires étrangères. Et je le dis d'autant mieux que je vais être très critique sur le passé. Je vais être très critique pour le passé parce que j'ai quand même bien regardé les choses. Et il y a un problème dans l'Union pour la Méditerranée, c'est le problème des moyens, qui me paraît central. Les projets sont formidables, intéressants, vous l'avez dit, il y en a même d'autres, tout ça est bien. Souvent, il s'agit de rencontres très fructueuses en parole, dont les conséquences dans la réalité sont beaucoup plus faibles. Mais admettons. La vérité, c'est que la situation juridique et financière de l'Union pour la Méditerranée n'est pas stable. On voit bien dès le départ, d'ailleurs, que la communauté européenne a freiné des 4 fers pour reconnaître de l'Union de la Méditerranée, de faire d'un organisme qui soit responsable et qui lui soit associé. Et on le voit bien, et en particulier, je tiens à le dire très net, mais mes collègues trouveront tout à fait naturel mon intervention, que l'Allemagne porte des responsabilités considérables dans ce domaine. On voit bien que lorsque Nicolas Sarkozy a lancé l'Union pour la Méditerranée, le plus farouche opposant a été Mme Merkel. Car les Allemands n'acceptaient pas en réalité que l'Union pour la Méditerranée puisse bénéficier de fonds européens, c'est-à-dire de fonds qu'ils considéraient à eux. Donc le statut de votre prédécesseur, M. Sigil Massi, que je connais très bien, était un statut extrêmement ambigu, et avec des moyens à Barcelone extrêmement réduits, qui considérait, et que d'ailleurs la communauté européenne, pendant toute la durée du mandat de votre prédécesseur, n'a eu de cesse que de serrer les boulons de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de dépenses, que ça n'aille pas trop loin. Et donc, évidemment, l'Union pour la Méditerranée a été entravée, non pas dans la finalité, parce que je trouve que la finalité est essentielle pour l'avenir de notre continent, mais parce qu'en réalité, il n'y a pas de moyens. Et ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et je voudrais vous poser la question actuelle. C'est-à-dire, est-ce que la relance, et là c'est aussi à l'ambassadeur que je pose la question, est-ce que la relance qui se fait, qui me paraît beaucoup plus opérationnelle, 5-5, c'est beaucoup mieux quand même que la foule qui se trouvait dans cette Union pour la Méditerranée avec toutes les divisions possibles et imaginables. Est-ce que le 5-5 qui va être mis en place sera doté de moyens? Lesquels? Comment seront financées les diverses opérations? Qui va financer? Vous avez dit un certain nombre de pistes qui me paraissent très intéressantes, incontestablement. Qui va financer? On ne sait pas. Est-ce que le budget des Français, parce que là, j'ai l'impression quand même que l'Europe va encore tirer l'oreille et ne va pas vouloir débourser quelque chose. Je veux dire que quand même, il y en a assez de voir cette Europe dominée par le continent, j'ai fini, par cette espèce d'exaspération continentale, considérant qu'en toute hypothèse, la Méditerranée, ce n'est pas l'Europe. Or, la Méditerranée, c'est l'Europe.
la Méditerranée a une position stratégique extraordinaire. Avec l'explosion de l'Afrique, il est nécessaire de retrouver des contacts. Des contacts, bien, vous les avez, mais les finances, c'est mieux. Et je voudrais que vous nous donniez quelques explications là-dessus. Merci, monsieur le député. Pour le mouvement démocrate, Bruno Joncourt. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le secrétaire général, Monsieur l'ambassadeur, merci de votre présence et de vos interventions. Les printemps arabes, depuis 2011, ont marqué l'avènement de la société civile dans l'espace politique des pays du sud de la Méditerranée, particulièrement la jeunesse de ces pays qui représentent souvent, et même d'une façon générale, la majorité de la population. Aujourd'hui, nous envoyons les prolongements en Algérie, par exemple, avec les difficultés structurelles communes aux pays du sud de la Méditerranée, une population jeune et éduquée, une faible insertion dans l'emploi, une faible participation à la vie politique. Votre organisation a saisi l'importance de ces difficultés et l'a prise en compte en travaillant à des actions concrètes en ce sens, même si vos marges de manœuvre restent limitées. Ce fut le cas, par exemple, avec la création de l'université Euromed à Fès. Ce fut aussi le cas avec le programme dont vous avez parlé, M4Jobs, et la mise en place d'un réseau d'écoles de la deuxième chance qui concerne plusieurs dizaines de milliers de jeunes. Par ces actes, l'Union permet d'apporter aux jeunes de cette région une aide essentielle. Pourtant, ces projets semblent insuffisants face aux demandes actuelles des jeunes. Aussi, quelles sont les ambitions de l'Union pour la Méditerranée dans ce domaine et quels autres projets universitaires sont portés par votre organisation? Par ailleurs, l'Union pour la Méditerranée est un forum de discussion qui pourrait permettre de mettre en place un dialogue politique des jeunes et de les soutenir dans leur rôle croissant sur la scène politique nationale et internationale. L'Union pour la Méditerranée ne serait-elle pas l'organisation adéquate qui permettrait aux sociétés civiles de s'exprimer, et particulièrement aux jeunes du bassin méditerranéen, de trouver là un espace d'expression et de liberté qui leur manque parfois dans leur pays? Comment l'Union pour la Méditerranée pourrait-elle jouer ce rôle? Des instances spécialement dédiées aux jeunes au sein de l'organisation pourraient-elles être mises en place à l'avenir? Enfin, une dernière réflexion. De votre point de vue, peut-il être envisagé, le moment venu, mais c'est une décision de caractère politique, une rencontre des représentants des assemblées parlementaires des pays des deux rives pour que les parlementaires puissent à la fois être motivés, mobilisés pour accompagner l'évolution de cette organisation qui mérite d'être confortée et renforcée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour UDI, Agir et Indépendant, Pascal Brindot. Oui, merci Madame la Présidente. Mon intervention sera un peu dans la lignée de celle de notre collègue Claude Goasguen. Monsieur le Secrétaire Général, vous avez rappelé au début de votre intervention le processus finalement assez long de création de l'Union pour la Méditerranée à partir de 2008, faisant suite effectivement au processus de Barcelone. Vous avez rappelé les circonstances particulières de la crise qui a frappé les États du sud de l'Europe, puis d'autres circonstances exceptionnelles à travers le printemps arabe en 2011 qui ont bouleversé sans doute l'agenda et l'organisation même des travaux de l'Union pour la Méditerranée. Mais comme l'a rappelé Claude Goasguen, c'est avant tout en 2008 la différence d'approche entre la France et l'Allemagne qui a sans doute conduit à un processus plus lent et finalement à un désaccord qui reste sans doute persistant d'approche sur ce qu'est la vocation de la Méditerranée dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on a une perspective donc d'un sommet de 5 États, plus 5 États, et peut-être la création d'une instance nouvelle qu'on appelle G10 Méditerranée, qui quelque part renforce ce sentiment que le format
global de l'Union pour la Méditerranée à 43 pays, dont les 28 pays de l'Union européenne, n'est sans doute pas le bon, et ça va au-delà de la question financière, enfin du financement de l'organisation qui est là. C'est vraiment une approche quelque part géopolitique, politique, qu'il faut déterminer. Est-ce que quelque part cette initiative de sommet à 10 pays n'est pas le constat final d'une forme d'échec de l'Union pour la Méditerranée à 43 pays, dont l'ensemble des pays de l'Union européenne? C'était la question que je voulais vous poser. Merci beaucoup. Pour les socialistes et apparentés, Alain David. Monsieur le secrétaire général, monsieur l'ambassadeur, force est de constater que les intentions de l'Union pour la Méditerranée sont louables. Développement, stabilité, coopération régionale. Vous l'avez dit, certains des projets concrets que cette Union porte ou facilite ont récemment avancé positivement, comme l'Université de Fès au Maroc ou encore le projet d'usine de dessalement d'eau de mer de Gaza. Par ailleurs, par cette instance où tous les membres ont le même poids, la même capacité d'expression, c'est une garantie et c'est aussi un lien. Seulement, après 10 ans d'existence, plusieurs interrogations ont pu naître. Le conflit israélo-palestinien n'a toujours pas trouvé d'issue. L'instabilité au Proche-Orient ainsi que le réchauffement climatique et l'irresponsabilité de l'Union européenne et de ses États membres dans la crise migratoire ont contribué à une crise humanitaire effroyable. On parle de plus de 17 000 morts ou disparus en Méditerranée depuis le début de cette crise. L'UPM n'est évidemment pas responsable de ces maux. Et vous non plus, monsieur le secrétaire général. En revanche, on est en droit de questionner la méthodologie de cette organisation et de sa capacité à trouver des solutions collectives. En effet, miser sur de grands projets sans principe d'action clair, notamment en matière de financement et de suivi, conduit parfois à être inefficace. Cette inefficacité peut engendrer des conséquences néfastes sur les relations entre États. Sur ce point, l'UPM peut parfois être critiquée. Un sommet des deux rives se tiendra à Marseille et réunira dans un format resserré dit 5+5 la France, l'Italie, l'Espagne, Malte, le Portugal, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye et la Mauritanie. Peut-on voir dans cette initiative l'échec, voire la fin de l'UPM, ou au contraire un souffle complémentaire? D'autre part, le président français souhaite que, dans le cadre de cette coopération, les acteurs s'appuient davantage sur le privé et la société civile. Que pensez-vous de cette orientation proposée par le président de la République française? Merci beaucoup. Pour la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Monsieur le secrétaire général, monsieur l'ambassadeur, on vous reçoit aujourd'hui avec un intérêt... C'est pas le bon? Merci. On vous reçoit aujourd'hui avec un intérêt ardent, vous l'imaginez. Je vais rejoindre l'analyse de quelques-uns d'entre nous que je partage. Bien sûr, l'Union pour la Méditerranée est une bonne nouvelle. Tous les cadres de dialogue sont bienvenus, surtout dans une région comme celle-là. Mais la vérité, c'est que le dispositif baptisé pompeusement Processus de Barcelone est une réplique de l'Allemagne à la construction qui se faisait, que nous appelons aujourd'hui 5+5, qui était à l'époque 5+4. Bon, il est clair qu'en prenant tout le bassin méditerranéen, aussitôt, le moindre projet bute sur le fait que la guerre y est présente depuis tantôt 2500 ans, et qu'on ne vous en voudra pas, monsieur l'ambassadeur, si elle n'a pas cessé depuis que vous êtes là. Mais enfin, Chypre, Israël, la Turquie, la Grèce, la Syrie, la Libye, on n'en finit plus. Plus un partenaire que personne n'a invité, en tout cas pas moi, qui est là, armé jusqu'aux dents, qui n'a aucun rivage commun avec la Méditerranée, qui est les États-Unis d'Amérique, avec sa 6e flotte, qui n'obéit qu'au commandement américain, composé de 21 000 hommes, 40 navires, 175 avions. Alors, dans ces conditions, tout est difficile et je veux saluer le mérite du travail que vous entreprenez, monsieur le secrétaire général. Comme Français, je suis plus attentif au 5+5, que je crois être le cadre petit bassin méditerranéen
le plus adapté, le plus conforme à nos intérêts. Et je comprends bien que cela ne plaise pas à telle ou telle puissance en Europe, et en particulier à l'Allemagne, qui a eu moins de scrupules pour organiser ce qu'elle considère comme son arrière-cour. Et je voudrais faire remarquer aux collègues que pour ce qui concerne les règlements en mer, on est beaucoup plus avancé sur tous les sujets en mer Baltique qu'on ne l'est en seul instant dans la Méditerranée. En particulier pour le thème que vous avez soulevé, monsieur le secrétaire général, celui des pollutions liées aux croisières, ainsi que aux questions liées au forage. C'est donc sur ce point que je vais venir tout de suite pour concentrer mon propos sur les questions qui sont en suspens et en urgence. En mer Méditerranée commencent des forages en eau profonde. C'est un fait nouveau. Il n'a pas lieu dans le petit bassin, si Chypre est dedans. On va, je ne sais pas, bon, on va. En tout cas, les forages ont lieu. Ils commencent. Ils vont être importants à Chypre, ils vont être importants en face de la façade plus à l'est, Jordanie, Israël, etc. De quels moyens dispose-t-on pour assurer la sécurité de ces forages? Quand je parle de moyens, je ne parle pas seulement des moyens militaires, je parle aussi des moyens techniques qui permettraient, le cas échéant, de faire face à un problème. De ce que je sais, il n'existe aucun moyen, aucun appareil permettant une intervention humaine en Méditerranée. La Méditerranée est une mer infiniment fragile. Elle ne pourrait pas encaisser le choc qu'a encaissé par exemple le golfe du Mexique lorsque les installations pétrolières ont explosé. La mer Méditerranée met 100 ans à se renouveler. Je parle de son eau, n'est-ce pas? Puisque tout passe par l'étroit détroit de Gibraltar, qui fait 13 km de large. Quels sont les moyens? Comment tous ceux qui ont à en connaître et qui ont des responsabilités politiques font-ils face à cette question? Ensuite, qu'allons-nous faire à très bref délai sur la question des pollutions liées aux croisières? Le Marseillais que je suis, et je ne suis pas le seul dans cette salle, peut être très inquiet, que je suis devenu, on va dire, monsieur Ravier. Ça s'entend pas. Tu sais, si tu n'avais pas échoué... enfin bon, bref. On réglera après nos problèmes. Disons, je ne suis pas le seul... Peut-être. Tu as raison. Je salue ton caractère bravache. Tu n'as jamais échoué. Sans doute est-ce la raison pour laquelle moi je suis arrivé en 1962 à la gare de Saint-Charles. Alors je continue. Oui, parce qu'il faut que j'abrège. Oui, ben rappelle-toi un peu de temps à autre, ça te fera du bien, un peu te rafraîchir les idées. Oui, c'est ça. C'est ça, parle. C'est avec ce genre de provocation qu'on crée des désastres, notamment en Méditerranée, où la paix aurait été possible continuellement si les peuples avaient été moins poussés à s'affronter par des irresponsables. Alors, donc, la question des forages, monsieur le secrétaire général, monsieur l'ambassadeur, me paraît être la question de devant. Qu'allons-nous faire? Comment nous y prenons? Les pollutions liées aux croisières, comme vous le savez, ces questions ont été en partie réglées, notamment les carburants avec du soufre dans la mer Baltique, et ne l'ont pas été en mer Méditerranée. J'achève, vous nous avez, puisqu'il faut que j'achève. Vous avez évoqué les questions du changement climatique. Quels sont les instruments de mesure dont nous disposons pour en mesurer les effets sur le pourtour de la Méditerranée? Et dans ces conditions, notamment, quel règlement peut-on envisager pour le partage des eaux qui d'ores et déjà devient un sujet de conflit et demain peut-être de guerre dans quelques-uns des pays limitrophes? Merci beaucoup. Pour la gauche démocrate et républicaine, Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. Merci messieurs les ambassadeurs. Sur l'Union pour la Méditerranée, moi je ne sais pas si c'est la chance, mais en tout cas j'étais là en 2008 quand on discutait dans cette commission de ce sujet-là et je n'ai pas partagé beaucoup d'idées de Nicolas Sarkozy, mais je trouvais au moins que celle-là avait du sens. Et elle m'intéressait, et je m'y suis intéressé. Ceci dit, depuis cette période, 10 années quand même, je m'interroge sur l'évolution des partenariats. Pas forcément de l'Union pour la Méditerranée, mais des partenariats qui favorisent l'Union pour la Méditerranée, et notamment ceux de mon pays. Quand il y a eu le printemps arabe en Tunisie, alors pas dans la période Enarda, mais quand Ben Ali est tombé, comme Michel Alliot-Marie est tombé en même temps, grâce à cette commission, les choses auraient pu se créer en lien nouveau entre la Tunisie et la France, pour aider la Tunisie à être forte
de sa révolution. Que nenni, rien, très peu de choses. La France aurait pu aider le peuple marocain à sortir du problème du Sahara occidental en œuvrant à l'application des résolutions des Nations Unies pendant cette période pour favoriser l'Union pour la Méditerranée. Rien, en tout cas pas dans le bon sens. La France aurait pu s'abstenir d'une intervention militaire aventureuse en Libye, qui a d'ailleurs plombé un peu le printemps arabe en Tunisie et en Égypte, parce que la Libye était un pays riche et les Libyens, de ce que me disaient les Tunisiens, étaient aussi leurs ressources par leur utilisation des médecins, de la santé, etc., qui a disparu du jour au lendemain. Et puis je fais abstraction de l'Algérie, parce que la situation est particulière, mais que n'a-t-on attendu pour faire des partenariats très particuliers avec l'Algérie ? On avait l'impression que la France ne voulait pas du tout faire de partenariat avec ce pays. Et donc aujourd'hui, on est avec une union un peu handicapée peut-être par l'attitude d'un des pays, des grandes puissances de la Méditerranée. C'est mon analyse. Et je me dis que votre travail doit être bien compliqué pour œuvrer à quelque chose de faisable. Et je suis inquiet par ce 5+5, parce que je me dis que moi je suis assez pour le multilatéralisme global et juste et équitable avec toutes les puissances. Et je ne suis pas du tout pour que certaines s'arrogent le droit de penser pour les autres. Et je pense que c'est un aveu d'échec de mettre en place ce dispositif. Mais peut-être que tout a été fait pour qu'il n'y ait que ce dispositif qui soit mis en place. Je ne sais pas comment vous appréhendez les choses. N'hésitez pas à contredire tout ce que je viens de vous dire, parce que ça éclairera tout le monde. Mais je reste inquiet pour l'avenir, parce qu'on ne joue pas à égalité sur les deux rives de la Méditerranée, et on n'a pas cherché à mettre les deux rives en situation d'égalité pour pouvoir travailler. Merci beaucoup, monsieur le député. Jacques Maire. Oui, merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, monsieur l'ambassadeur, cher Pierre, peut-être un point de rappel pour redire aux collègues effectivement quelle est l'origine de Barcelone. Parce que j'ai entendu des choses qui ne reflètent pas exactement ce qu'a été le débat à l'époque. Il se trouve que j'étais conseiller à l'ARP pour responsable du dossier euro-méditerranéen entre 93 et 95, et donc j'ai porté en direct ce dossier pour la présidence française. Je le dis parce qu'en fait, c'est un objet politique franco-espagnol. La Méditerranée, c'est un objet politique franco-espagnol qui a été effectivement initié par à la fois Felipe González et le président Mitterrand, de façon à répondre à la focalisation des financements de l'Union européenne vers l'Est liés à l'élargissement. Et ce dossier, en fait, cet objet politique a permis de rebalancer, de redynamiser à la fois l'aspect régional, peu de succès sur Barcelone, mais aussi l'aspect bilatéral Europe et chacun de ces pays à travers des accords d'association qui ont donné leurs effets en termes commerciaux, en termes financiers. Voilà. Donc le bilan n'est pas aussi négatif qu'on peut le croire, même si l'aspect régional aujourd'hui est un peu la portion congrue. 3 questions très rapides, puisque beaucoup de débats généraux ont eu lieu. La première, c'est effectivement cette espèce de focalisation sur le 5+5 apparaît globalement assez pertinent, parce qu'il y a moins de conflits interétatiques, mais il y a quand même des enjeux de déstabilisation interne qui sont forts sur la radicalisation. Et de ce point de vue, quelle est la contribution possible et l'analyse que fait l'UPM, s'il en a une, sur à la fois, je dirais, la contribution aux enjeux migratoires, dans lequel ces pays du 5+5 sont très impliqués. Deuxièmement, la question aussi relative au printemps arabe, y compris dans leur queue de comète actuelle, et aux enjeux liés aux réseaux sociaux, aux nouvelles formes de communication. Qu'est-ce que vous pouvez vous-même, je dirais, apporter pour faire en sorte que ces enjeux démocratiques qui impliquent la jeunesse soient des facteurs de mobilisation et de débat positif au sein du 5+5, même si c'est très difficile d'être détendu sur cette situation quand on est dans un démarche intergouvernementale. Et troisième élément, sur la question des financements. Là, c'est assez précis. Mon impression, c'est que sur la question des financements, on manque plutôt de projets que de financements. Est-ce que c'est vrai ou pas? Quand on voit effectivement le bilan de la BERD dans son extension géographique, la faible capacité à trouver des projets finançables qui ont leur retour est quelque chose qui est assez avéré au sein de la BERD. Est-ce que vous avez ce type de perception aussi? Merci beaucoup. Monica Michel. Merci, Madame la Présidente.
Je vous remercie, Monsieur le secrétaire général, Monsieur l'ambassadeur. Moi, j'aurais 3 petites questions. La première porte sur la clarification que vous pourriez nous apporter sur la façon dont s'articule l'action de votre organisation, donc l'UPM, avec celle menée dans le cadre de la politique de voisinage de l'Union européenne. Et ma deuxième question porte sur la demande de précision concernant les instruments financiers mobilisés pour le financement des projets labellisés par l'UPM. Je souhaiterais plus précisément savoir dans quelle mesure ces outils sont assez flexibles pour s'adapter à l'évolution des situations politiques dans les pays membres. Et enfin, j'aurais souhaité recueillir votre point de vue sur le niveau de coopération des États membres de l'UPM sur les questions migratoires et de sécurité et quelles sont, selon vous, les voies d'amélioration qui pourraient être apportées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Michel Herbillon. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le secrétaire général, Monsieur l'ambassadeur, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'en 2008, c'était une belle idée. Et c'était une belle idée qui faisait consensus. Tout le monde s'accorde à reconnaître, 11 ans après, et en le regrettant, qu'il y a eu peu de résultats concrets et que, pour quelles raisons ? À la fois parce que la finalité géopolitique a été perdue de vue, et vous avez rappelé les raisons, les circonstances, les lacunes, les difficultés, les crises, etc. Mais c'était quand même cela qui était à la base du projet. Et deuxièmement, il a manqué de moyens. Et donc je voudrais très simple, et c'est pour cela que l'on constate la situation actuelle en le regrettant. Parce que la vision aussi institutionnelle et beaucoup d'incantations ont été à nos yeux privilégiées par rapport à ce qui servait au fondement de cette très belle idée lancée par Nicolas Sarkozy en 2008. Alors je voudrais très simplement vous demander, à vous, Monsieur le secrétaire général, et à vous, Monsieur l'ambassadeur, que vous nous donniez des raisons d'être convaincus qu'on va changer de paradigme et que la réunion de 5+5, dont vous nous avez expliqué le format, va déboucher sur un certain nombre de résultats, va être identifié à un certain nombre de projets qui soient lisibles et qui soient mis en œuvre pour l'ensemble des citoyens de la Méditerranée. J'ajoute aussi, mais ça a été évoqué, qu'au regard de ces projets qui, sinon, s'il n'y avait pas de moyens en face, resteraient à nouveau des incantations, est-ce que vous avez l'assurance qu'il y aura des moyens qui seront mis en face des projets qui vont être lancés, d'après ce que vous nous avez dit, à la réunion 5+5. Merci beaucoup. Liliana Tanguy. Merci Madame la Présidente. Monsieur le secrétaire général, Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie de nous avoir fait l'honneur de venir vous exprimer devant nous aujourd'hui sur les enjeux auxquels l'Union pour la Méditerranée fait face. Lors de la dernière session plénière de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, mi-février, la question des migrations a concentré une part importante des débats. Les échanges ont fait émerger la nécessité de mettre en place un mécanisme efficace de concertation, de partage des responsabilités et de coopération régionale, notamment avec la région des Balkans occidentaux. Quelle approche opérationnelle et concrète soutenez-vous, Monsieur le secrétaire général, pour une gestion durable et humaine de la crise migratoire d'ici le sommet des deux rives en juin 2019. Je souhaitais également vous interroger sur la lutte contre la pollution de la mer Méditerranée. Comptant parmi les 7 domaines stratégiques prioritaires de l'Union pour la Méditerranée, la dépollution de notre Mare Nostrum fait l'objet de mesures concrètes. Saluons à cette occasion le lancement, il y a quelques mois, du programme Chasseurs de plastique, qui vise à mener une campagne de prévention aux risques générés par la pollution au plastique. Pour pallier au manque d'informations, l'Union pour la Méditerranée soutient par ailleurs un effort de synthétisation des connaissances scientifiques existantes. Pourriez-vous nous en dire davantage sur la coopération menée avec l'Union européenne ? Et selon vous, quel est le rôle que doit jouer l'Assemblée parlementaire dans ce contexte? Merci. Merci beaucoup. Guy Tessier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur l'Ambassadeur, mes chers collègues.
À l'unisson de la quasi-majorité de mes collègues, on ne peut que se féliciter du travail qui est accompli depuis des années. Je considère que toutes ces instances nationales ou internationales qui visent à mieux parler, à plus se parler, font toujours avancer les choses. Je vais vous dire que j'ai remis en janvier 2017 un rapport que j'avais effectué avec notre ancien collègue Jean Glavany. Ce rapport portait sur le Grand Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, Mauritanie. Et donc cette mission visait à identifier les principales mutations à l'œuvre dans le pays du Maghreb et leurs effets sur le partenariat euro-maghrébin et leurs lignes d'action pour en tirer, pour l'Union européenne et la France en particulier, le chemin parcouru. Il s'est vite avéré que ce qui paraissait le plus important restait le défi sécuritaire pour l'ensemble de ces pays, car cela a été dit aussi, la crise libyenne a sans doute déstabilisé le Grand Maghreb, mais le risque de terrorisme, les questions migratoires, la montée en puissance des trafics, ainsi, on ne le dit pas assez, que les séquelles de l'esclavage qui perdurent notamment en Mauritanie. Donc les pays maghrébins sont des partenaires, de mon point de vue en tout cas, je crois que c'est un point de vue qui est partagé, indispensable à la stabilité à la fois des frontières nord et sud de ces pays et notamment avec la bande sahélo-sahélienne. Et les seuls progrès que j'ai pu juger depuis ce temps me paraissent être la stabilité de la Mauritanie, qu'on a beaucoup aidé, mais les Français seuls, ou presque tout seuls, d'une part, et d'autre part, la mise en place du G5, qui, là aussi, je dirais, ne manque pas d'hommes, ne manque pas de généraux pour actionner tout ça, mais manque cruellement de moyens. Dernier point, vous avez fait, monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure, un large inventaire des choses qui seraient des choses du possible, mais il me semble que ce qui est indispensable à ces pays, c'est probablement de faire du keynésianisme et donc une politique de grands travaux. Ça a été lancé en Tunisie. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc autour de l'énergie, autour des grandes infrastructures, autour des réseaux viaires et puis aussi, surtout, me semble-t-il, autour de la santé et de l'éducation. Merci beaucoup, Nicole Lepay. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur l'Ambassadeur, le défi de la transition écologique est un sujet majeur qui est souvent évoqué dans nos discussions. La Méditerranée est une région particulièrement impactée par les conséquences du réchauffement climatique, qu'elles soient physiques ou géostratégiques. Je suis de celles qui veulent voir la nécessaire transition de nos modèles de développement comme un défi et une opportunité. Je cite juste le chiffre de 62% d'augmentation de la demande énergétique dans les pays du sud de la Méditerranée d'ici 2040, pour bien montrer l'enjeu qui est devant nous. L'Union pour la Méditerranée a fait de la lutte contre le changement climatique une priorité. Pourriez-vous nous indiquer les objectifs qui sont poursuivis et quels leviers pourraient être activés pour plus d'efficacité, notamment peut-être lors du Forum du développement durable? Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe Di Pompeo. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur l'Ambassadeur, merci Monsieur le Secrétaire Général. Moi j'ai été un utilisateur il y a quelques années en tant que chercheur de porteur de dossier à l'UPM et je voudrais vous avouer que j'ai eu beaucoup de mal avec cet organisme pour porter un dossier. Le format original, c'était le 5+5, vous l'avez rappelé Monsieur l'Ambassadeur, qui a été transformé à une époque et qui a été transformé sous l'influence de l'Allemagne qui voulait quelque part, je pense, freiner le processus de l'Union pour la Méditerranée. Quand l'Union pour la Méditerranée a été créée, moi j'ai ressenti de la part de l'Allemagne, encore une fois, de Mme Merkel, la non-envie que certains des pays de l'Europe se tournent vers le sud. Est-ce qu'aujourd'hui, le format 5+5, comme on le retrouve, ne signe pas un peu l'échec de l'UPM et n'ouvre pas voie à une nouvelle collaboration vers le sud dont on a tant besoin? Enfin, pour terminer, juste, Monsieur l'Ambassadeur, me féliciter enfin qu'une école des métiers de la mer puisse voir le jour et sur la Méditerranée. Merci. Merci beaucoup. Jean Lassalle. Merci, Madame la Présidente. Suis-je avec le bon micro? Bon, très bien. Très bien.
Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, que j'ai eu le privilège de connaître dans une vie antérieure, Monsieur l'ambassadeur de France. D'abord, Monsieur le Secrétaire général, je ne partage pas tout à fait votre sentiment sur la phrase que vous avez utilisée, l'état de déliquescence des institutions de la Syrie et de la Libye. Il me semble que la Syrie et la Libye ne sont pas tout à fait comparables. Et je ne comprends toujours pas cette espèce d'état de mensonge qui s'est installé depuis une dizaine d'années à propos de notre relation ou de notre non-relation avec la Syrie. Premièrement. Deuxièmement, l'Algérie, j'ai eu l'occasion, lors de la dernière question orale qui m'a été offerte à l'Assemblée il y a un an, de dire l'inquiétude que m'inspirait le destin de notre sœur, de notre petite sœur de tragédie, l'Algérie. Car je voyais, comme chacun, arriver la fin de Bouteflika, qu'on avait déjà sorti de la naphtaline à l'époque pour conjurer le fait que les frères aient gagné les élections, et que le jour où il en sortirait, nous aurions de graves difficultés si nous ne prenions pas d'initiative. Nous n'en avons pris aucune. Or, l'armée joue un rôle très important, et ce n'est plus l'armée de libération de Ben Bella ou de Boumedienne. Chacun sait ici qu'elle est largement traversée par des courants salafistes extrêmement puissants qui laissent peser et planer une très grave danger sur cette petite sœur. Donc, je voulais savoir simplement si, et dans la mesure de ce que vous pouvez nous dire, parce que je comprendrais que vous puissiez ne rien nous dire aussi, et je respecterai, est-ce qu'il y a véritablement un suivi de la grande sœur sur l'évolution de cette affaire qui, effectivement, pourrait, si elle n'était pas traitée, faire jouer, messieurs les députés, mes chers amis de Marseille, un destin à Marseille auquel je pense, dont elle se passerait bien, je pense, et nous tous ensemble. Merci. Bruno Fuchs. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur l'Ambassadeur, merci pour vos interventions. Après des années de doute, des années à se chercher, l'UPM s'est enfin doté d'une feuille de route en 2017 et je m'en félicite. Je me félicite également de votre engagement et salue votre optimisme. Mais pour être un peu critique, il faut avouer que la cohérence des actions de l'UPM n'est pas très évidente à percevoir. Vous avez 7 priorités stratégiques initiales, comme la dépollution de la Méditerranée, le développement des autoroutes de la mer, la protection civile, le plan solaire Méditerranée, l'enseignement supérieur à la recherche, le développement des entreprises. Mais vous ajoutez également la question du genre, la question de la jeunesse. Et donc c'est vrai qu'on voit plutôt qu'une vision stratégique, un foisonnement de projets importants, certes, mais extrêmement variés. Or, lorsque l'on voit les difficultés que les Européens eux-mêmes ont à définir leurs propres projets, lorsqu'on voit le nombre de conflits, d'antagonismes qui se situent entre les pays eux-mêmes, je suis pour ma part assez inquiet sur la capacité des pays de l'UPM à porter un projet clair, ambitieux et partagé. Est-ce que le bon niveau, ce sera ma première question, pour mettre en place votre politique participative et inclusive, n'est-il pas plutôt celui des grandes métropoles innovantes, Marseille, Barcelone, La Valette ou Tanger, Oran, par exemple? Les États ne seraient chargés, eux, que de veiller à la pertinence de ces projets. Et puis, pour être très concret et optimiste là aussi, Jean-Luc Mélenchon a parlé de la mer Baltique, et c'est vrai qu'on est plus avancé en mer Baltique qu'en Méditerranée sur la question de la pollution. L'État français a proposé le classement de la mer Méditerranée en zone CK, à l'instar de la mer du Nord et de la mer Baltique, qui sont les 2 seules zones classées CK en Europe. Et le ministère de la Transition énergétique a présenté une étude qui montre la nécessité d'imposer aux bateaux d'utiliser du fioul à 0,1% de soufre, alors que le taux aujourd'hui au plan mondial est entre 0,5 et 1,2. J'espère sincèrement que l'UPM soutiendra cette demande auprès des autres États pour que nous soyons plus forts ensemble et que nous arrivions à faire cette norme de 0,1 de soufre. Merci beaucoup Valérie Boyer. Merci Madame la Présidente.
J'espère que j'ai le bon micro de ce côté-là, merci. Je voulais simplement rappeler que je me souviens du premier sommet de l'Union pour la Méditerranée qui avait été organisé en 2008 à Marseille. Et le choix de Marseille est lourd de sens car c'est l'une des plus vieilles villes de la Méditerranée avec ses 2600 ans d'histoire. Et elle occupe une place à part dans la France, mais en particulier en Méditerranée. Nous qui sommes de vrais Marseillais, on peut dire que c'est une capitale d'une région résolument tournée vers la mer, mais c'est aussi une ville cosmopolite où tous les horizons se croisent et échangent, et c'est une ville portuaire où les destins sont forcément communs. Vivre de deux côtés de la Méditerranée rend la région sud dépositaire d'un héritage particulièrement riche de plusieurs millénaires, comme je disais tout à l'heure, où les villes sont unies par des liens culturels, géographiques, historiques et économiques. Et c'est vrai que nous avions rappelé à l'époque, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a eu cette très belle idée de l'Union pour la Méditerranée, que la rive nord a tout à gagner à ce que le bassin méditerranéen soit un lieu de paix, de prospérité, de stabilité. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit les bonnes intentions, force est de constater qu'aujourd'hui, cette idée aurait permis de limiter les flux migratoires, l'importation du terrorisme, les catastrophes écologiques et humaines. Malheureusement, la rive sud de la Méditerranée est très aidée de différents projets, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de dynamique. Et puis, on a vécu ce qu'on a appelé les printemps arabes, qui sont plutôt révélés être des hivers sur l'ensemble de la rive nord de la Méditerranée. Mais au-delà de ces événements qui ont contribué à l'affaiblissement, voire à la disparition du paysage diplomatique de l'Union pour la Méditerranée, je pense, Monsieur le Secrétaire général, que vos difficultés sont bien sûr liées aux divergences à l'intérieur aussi de l'Union européenne. Et tout à l'heure, nos collègues évoquaient le rôle de l'Allemagne. L'Allemagne qui nous a empêchés en quelque sorte d'aller plus loin dans ce rôle pour l'Union pour la Méditerranée, ne s'est pas gênée pour discuter directement avec la Turquie, ni même pour avoir son union pour la Baltique. Également, sans pour autant passer par ses amis et partenaires. Et c'est ça qu'il faut changer. Et moi, je suis inquiète parce que quand je vois notre président de la République aujourd'hui qui s'adresse directement en passant aux Européens, en passant par-dessus la tête des chefs d'État européens, je me dis que ça va être de plus en plus difficile de pratiquer cette diplomatie du mépris vis-à-vis de nos partenaires pour aboutir à régler de grands problèmes. Et les problèmes que nous avons à régler devant nous sont énormes. Tous mes collègues l'ont évoqué. C'est bien évidemment les flux migratoires, c'est bien évidemment la Méditerranée qui est devenue une tombe. Et tout à l'heure, mon collègue Guy Tessier, marseillais, évoquait on est taquin dans cette commission, monsieur. Mais il faut conclure, madame la députée. Évoquer justement les grands projets, parmi lesquels je pense que nous devrions aussi travailler à la régulation de la démographie sur cette rive sud de la Méditerranée, travailler aussi à la liberté et au respect des femmes. Et pour conclure, madame la présidente, j'ai une phrase de Jean Monnet, je pense, qui s'adapte tout à fait, qui disait « Ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. » Je pense que c'est ce qui doit s'appliquer à l'Union pour la Méditerranée, qui doit affirmer son rôle, celui d'une union de projets d'intérêt communs destinés à préserver la richesse fragile, que ce soit écologique, humaine, culturelle ou politique, de cette Mare Nostrum. Je vous remercie. Merci. Jacqueline Maquet. Secrétaire général, Monsieur l'ambassadeur, merci pour l'éclairage que vous nous apportez. Le président de la République a annoncé l'organisation en juin 2019 à Marseille d'un sommet des deux rives. Il regroupera, comme vous l'avez bien dit, 5 pays européens, 5 pays africains et aura pour thème l'éducation, la culture, l'économie, la société civile et le climat. Ce geste fort de notre politique méditerranéenne manifeste notre volonté d'une coordination forte sur ces problématiques clés de notre avenir. Dans ce cadre, l'Algérie est chargée d'animer la réflexion autour de la transition énergétique en Méditerranée. La société algérienne s'investit en effet sur cette question majeure, notamment en raison de son potentiel énergétique photovoltaïque qui représenterait 107 fois la consommation mondiale d'électricité selon l'Université des sciences et technologies d'Alger. Un acteur à la fois géostratégique et moteur qui, depuis 1972 et le premier sommet de la Terre, s'affirme comme un partenaire majeur de la diplomatie écologique mondiale.
Ma question, monsieur le secrétaire général, monsieur l'ambassadeur, est donc la suivante. Pouvez-vous nous indiquer votre sentiment sur l'avenir d'une diplomatie écologique en Méditerranée, mais également sur les liens France-Algérie en la matière, dans ce contexte particulièrement mouvementé? Merci. Merci beaucoup. Jean-Luc Mélenchon, vous voulez la parole, une petite minute? À peine. Allez. Merci de votre bienveillance, Madame la Présidente. Je ne sais pas pourquoi j'ai été perturbé tout à l'heure. Et il manquait un point à mon intervention. Enfin, je vous encourage tous les deux à définir clairement ce qu'est un vrai et un faux Marseillais. Depuis 2600 ans, ça va vous occuper. Alors, mais dans l'immédiat, ma question s'adresse à l'UPM. Le point qui me préoccupait, monsieur le secrétaire général, ayant fait observer une minute de silence à la mémoire des noyés à Marseille, je voudrais vous demander quel rôle va jouer l'UPM dans cette tragédie? Quelle évaluation en avez-vous? Quels sont les moyens dont vous disposez pour en avoir une évaluation? Et quels sont les moyens de gestion collective qui vont être déployés pour qu'on puisse faire cesser cette tragédie et offrir aux personnes qui sont prises dans cette tragédie une issue qui soit digne et humaine et non pas la situation que nous leur infligeons aujourd'hui? Merci beaucoup. Guy Tessier me demande la parole. Je lui donne volontiers. Et je rappelle que nous soyons nés ou pas ici à Marseille, on aime tous Marseille. Je tiens à vous le dire. Voilà. Nous sommes tous Marseillais en quelque sorte. Guy Tessier. Je vais être très bref. Je voudrais juste dire très cordialement à notre collègue Mélenchon, ce dont je suis sûr, c'est que moi, je suis un ancien parachutiste et que toi, tu es un parachuté. Merci. Vous savez, depuis le parachutiste grec qui a épousé une Gauloise pour fonder Marseille, on s'aperçoit que c'est une bonne chose que d'y venir. Bien. Claude Goasguen sera le dernier intervenant. On ne parle pas assez de Marseille ici. Le dernier intervenant. Et ensuite, on va demander au secrétaire général et à l'ambassadeur de répondre à vos questions. Monsieur le secrétaire général, ne prenez pas au sérieux les Marseillais. Je vous recommande plutôt d'aller à Toulon. C'est beaucoup mieux. Voilà, parole d'un Toulonnais. Merci beaucoup. Madame la Présidente, non, juste un mot. Oui, monsieur Abillon. Franchement, moi, je suis aussi un homme du Sud. Mais il y a Marseille, il y a Toulon et il y a les 35 843 autres communes de France qui sont aussi présentes ici. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez, nous aimons nos territoires et nos villes, monsieur le secrétaire général. Et moi aussi, je les aime et j'aime toutes les villes et les territoires méditerranéens. Alors, dans ce sens-là, je me sens aussi marseillais que tout le monde ici. Énormément de questions, des commentaires à faire. Alors, je vais essayer de faire mon mieux pour répondre. J'en ai quoi, 5, 10 minutes, je ne sais pas. Mais, je commence sur des petits thèmes et après peut-être des grands débats. Vous avez parlé agenda femmes, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'agenda des femmes? Je crois avoir dit que c'est un des domaines sur lesquels les 43 pays sont d'abord d'accord sur un agenda clair et net. Ils sont d'accord pour se faire avoir un droit de regard l'un sur l'autre dans un sens d'améliorer la situation, autonomisation des femmes, rôle des femmes comme chef d'entreprise, égalité femmes-hommes dans le travail. Et dans ce sens-là, c'est un des agendas où il y a un consensus et j'ai l'impression que les pays, même s'il y a des divisions sur d'autres questions, ont tendance à quitter leurs différends à la porte quand ce sujet est abordé. Est-ce que vous me dites que la situation de la femme est parfaite au parcours sud? Je vous dis pas du tout. Il y a des défis énormes. Et je vous dis aussi qu'au nord aussi, il y a des défis énormes. Et ce n'est pas la polémique que je fais, mais je veux dire que, comme Pierre Duquesne l'avait dit, on a énormément de choses à apprendre l'un ou l'autre. Parce que dans le cadre normatif, on sera parfois surpris que le cadre normatif au sud est plus avancé que celui qui existe au nord. Mais les réalités peuvent être différentes. Je suis très honnête et très ouvert sur la question. Alors, on a énormément de choses à apprendre l'un à l'autre sur la pratique, mais sur le cadre normatif aussi. Sur la question des moyens, j'en suis d'accord à 100% sur la constatation que c'est une structure
petite structure avec des moyens très limités. Mais cette petite structure avec des moyens très limités, et je suis d'accord avec vous et avec tous qui veulent augmenter notre capacité d'action et de passer d'un facilitateur à une agence et une structure capable d'intervenir de manière concrète et puissante sur des différents chantiers. À travers un fonds fiduciaire comme Pierre Duquesne un jour avait proposé dans une de nos réunions, parce que la France me soutient énormément dans ce sens-là. Cela dit, on a quand même une particularité unique. D'abord, tous les grands agences de développement de l'Europe nous font confiance. Je travaille avec la GIZ, je travaille avec de l'Allemagne, la CIDA de la Suède, l'agence de développement norvégienne. Je suis en plein négociation avec l'agence française du développement et aussi avec l'agence de développement espagnole, parce qu'ils nous font confiance sur le plan priorité et sur le plan management, dans le sens budgétaire du mot. Alors ça nous permet quand même une certaine flexibilité dans notre capacité d'intervention. Cela dit, on est très loin d'être puissant au niveau de nos capacités financières et vous avez à 100% raison. Vous avez parlé, j'ai vu quelques commentaires qui situent le 5+5 comme étant, et le sommet proposé par le président de la République comme étant une alternative à l'UPM. Ni la France, ni l'UPM, ni personne autour de notre maire et à l'Union européenne ne le croit, pour une raison très simple. L'Europe a deux voisinages, et ces deux voisinages, c'est le voisinage Est, et par l'Est, je veux dire l'Est de l'Europe, si je ne parle pas de... et le voisinage Sud. Et ce voisinage Sud ne se limite pas à 5 pays, et par rapport à l'Allemagne ou par rapport à la Grande-Bretagne ou par... La Grande-Bretagne, c'est un grand débat, ou par rapport à d'autres pays européens et la France, la Méditerranée ne peut pas être réduite à 5 pays, et les problèmes de la Méditerranée ne seront pas résolus à travers ces 5 pays. Parce que la Méditerranée, avec 100 millions d'Égyptiens, avec la Syrie telle qu'elle est aujourd'hui avec ses problématiques, la Libye et les autres, le Liban et les autres, mais le 5+5 reste un cadre de coopération qui a prouvé son efficacité, qui marche en avant, qui peut donner l'exemple aux autres, qui est appuyé par l'UPM et par d'autres partenaires, et il peut être aussi encourager la synergie entre ce cadre et d'autres cadres qui existent, comme le processus d'Agadir. C'est un processus d'intégration économique au sein de la Méditerranée Sud, ou même l'initiative dans le domaine de gaz. Et je crois que quelqu'un m'a posé une question sur le forage, je reviendrai. Sur la question de la migration, je serai très honnête et ouvert. Vous dites qu'est-ce que vous faites, quel est votre rôle, les morts. Je crois que le rôle de l'UPM, c'est pas dans le management de ce phénomène, et pas dans et plutôt c'est de travailler sur les racines du problème. Les racines du problème, on le connaît tous, ils sont socio-économiques à la fois, et c'est les changements climatiques, les développements géopolitiques qui ont survenu après le printemps arabe, mais aussi les problématiques de l'Afrique subsaharienne, voire même au-delà de l'Afrique jusqu'à l'Asie, parce qu'on voit un énorme nombre des Iraniens et des Afghans qui sont en train de traverser la Méditerranée. Et les pays du parcours sud qui sont vus comme une source d'immigration, en réalité, sont des pays de transit. Et le nombre de réfugiés qui résident dans ces pays est 5 ou 6 fois plus important que le nombre de réfugiés qui ont pu traverser la Méditerranée pour venir en Europe. J'ai l'impression que le problème est vu de l'Europe comme si c'était un problème européen. Il est 10 fois plus important au parcours sud qu'il est au parcours nord. On parle de 15 millions, entre 12 et 15 millions de réfugiés qui habitent
hein, dans les pays. Le Liban, 30% de la population, c'est des réfugiés. 1 sur 3 des citoyens libanais est un réfugié. En Jordanie, le ratio est très proche. L'Égypte, 5 millions de réfugiés qui habitent sur le territoire égyptien. Le Maroc, alors on est des pays de transit. Et là, il faut une approche long terme et moyen terme. Et je reviens ici vers l'initiative du président de la République, mais aussi d'autres initiatives. La Commission européenne qui sort avec l'African Investment Plan. Il y a aussi le processus de Rabat, le processus de Khartoum. Il y a maintenant le leadership européen, mais aussi au Sud. Ils ont arrivé, surtout que maintenant la pression médiatique, parce que les flots ne sont pas au niveau où il était il y a 2 ans ou 3 ans, on commence à réfléchir sur le moyen et le long terme et sur les racines. Les racines, c'est climat. Les racines, c'est manque d'emploi. Les racines, c'est instabilité géopolitique dans certains des pays. Je ne parle pas de la zone seule de la zone sud-méditerranéenne, mais au sens large, en commençant par l'Afghanistan, qui est une source importante d'immigrants. J'essaie de couvrir le plus de questions que possible. On a parlé aussi, pas de résultats concrets. Là, j'ai vu un constat, des questions qui m'amènent à sentir qu'il y a le sentiment qu'il n'y a pas de... Vu les moyens de cette organisation, vu le contexte géopolitique, et je suis là depuis 5 mois, alors je ne défends pas mon mandat, je le défendrai peut-être dans 4 ou 5 ans, mais vu les moyens, vu le contexte géopolitique, cette organisation qui a pu en 3 ou 4 ans, parce que vous dites depuis 2008, et vous avez raison légalement parlant, mais en réalité, l'UPM a commencé à fonctionner en 2011. Parce que 2010, secrétariat établi, 2011, un début de fonctionnement, 2011, 2019, on parle de 6-7 ans, définir des plans, une vision commune sur une douzaine de secteurs majeurs dans l'environnement, le changement climatique, les femmes, la coopération industrielle et autres, c'est quand même très conséquent. On m'a posé la question, mais quelle est la relation entre vous et la politique de voisinage? Très bonne question, elle est très pertinente. Nous, on est la dimension régionale de cette politique dans un sens, mais on est avec une gouvernance équilibrée, équitable entre le nord et le sud, parce que la politique de voisinage, qui est très positive, qui a un programme ambitieux pour aider les pays du parcours sud, c'est quand même une politique européenne vis-à-vis du sud. Mais la nôtre, c'est une politique d'abord qui n'est pas bilatérale, c'est pas l'Europe-Égypte, l'Europe-Tunisie, l'Europe-Maroc, c'est l'Europe et tout le parcours, et avec une approche régionale. Et on est un peu la dimension régionale de cette politique, mais aussi on est la dimension régionale ce qu'on appelle, je ne connais pas le mot en français, tu m'aides Pierre, de Sustainable Development Goals. Les objectifs de développement durable. Les objectifs. Alors, quand vous prenez les 6, 7, 8, c'est 9, non? Ou 12, 17. Sur tous les chapitres, on essaye, nous, d'amener la dimension méditerranéenne sur l'environnement, sur les changements climatiques, sur l'emploi, sur l'éducation, surtout, on est un peu le chapitre régional. Je vais terminer, parce que je suis arrivé à 10 minutes, c'est 11h20. Je vais terminer par dire que cette capacité d'adaptation, par revenir à l'optimisme avec lequel j'ai commencé, c'est que malgré les difficultés, malgré une situation géopolitique difficile, malgré, ça fait maintenant des mois que tout ce contexte change pour le mieux. Alors le fait qu'on a pu accomplir ce qu'on a pu accomplir dans une période difficile me donne l'espoir que dans les années à venir,
on sera capable d'aller plus en avant. On n'est pas un luxe dans le sens que l'Europe ne peut pas se permettre de ne pas forger une relation étroite avec son voisinage sud, ni le voisinage sud qui est le parcours sud peut se permettre d'exister sans une relation structurée, structurante et organique avec l'Union européenne. Alors, je crois et la volonté politique, je le vois dans les réunions de hauts fonctionnaires, des ministres, elle existe. Alors, je crois que les années qui viennent, et le 5+5 et le sommet de Marseille ne va que renforcer cette tendance. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Monsieur l'Ambassadeur. Merci Madame la Présidente. Je ne veux pas rentrer dans le débat marseillais, mais juste dire que j'ai poussé le scrupule jusqu'à me casser le poignet il y a quelques mois sur les quais de la gare Saint-Charles, parce que je vais et d'être opéré à l'hôpital européen. C'est ce qu'on m'a dit après coup, et je voulais vous signaler qu'en tant que délégué interministériel à la Méditerranée, j'ai pris l'initiative de réunir tous les 3 mois les fonctionnaires méditerranéens, enfin qui s'occupent de Méditerranée dans les administrations centrales parisiennes, et que je les ai en septembre décentralisés à Marseille. Nous allons le refaire au mois de mai. C'était pour certains la première fois, j'ose à peine le dire, qu'ils voyaient le Vieux-Port. Plus sérieusement, sur d'une part l'UPM, d'autre part le sommet des dérivés. J'essaie de regrouper vos diverses questions très intéressantes, mesdames et messieurs les députés. Je crois, vous avez dit c'était une bonne idée, je crois que cela demeure une bonne idée. C'est le seul endroit où on peut, alors on appelle ça en français convening power, c'est le seul endroit où on peut mettre ensemble, mettre en relation, en dialogue des gens qui ailleurs ne se parlent pas. Et n'existerait-elle pas qu'il faudrait l'inventer? Nous avons adopté en octobre une réforme du mécanisme de labellisation des projets. Alors, comparaison a été faite avec la Baltique. Il se trouve que et la Baltique et la Méditerranée, par l'intermédiaire de l'UPM, ont ce mécanisme de labellisation des projets. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La réforme n'est pas celle que nous, Français, aurions souhaité, notamment parce qu'effectivement, on aurait voulu introduire plus de liens entre la labellisation et le financement des projets, mais tout ça va dans le bon sens. Sur l'histoire, je pense sincèrement, mesdames et messieurs les députés, que les torts sont partagés. La France, en 2007-2008, est allée un petit peu à la française, d'aucuns diraient à la hussarde, et je rappelle qu'on voulait faire à l'époque une union méditerranéenne, donc certains espéraient qu'elle puisse se substituer à l'Union européenne. Ce n'était pas forcément la meilleure manière d'avancer. Donc, nous avons aussi nos responsabilités. Je ne pense pas, en toute hypothèse, je le dis parce que ça a été tellement répété que je ne peux pas le laisser sous silence, je ne pense pas que la République fédérale d'Allemagne veuille bloquer, saboter, que sais-je. Et je vais vous citer ce qu'a dit mon homologue allemand dans une réunion, une formule que je ne crois pas n'être qu'une formule. La RFA est de plus en plus européenne, l'Europe est de plus en plus méditerranéenne, et donc la RFA est de plus en plus méditerranéenne. Et je pense que c'est vrai. Hein, et le fait que nous ayons les pays d'Europe du centre et du nord, on l'a vu dans diverses réunions, là, ce n'était pas intuitif, mais cela avance. Bon, il n'empêche qu'effectivement, ce ne sont pas, et vous ne l'avez pas dit, ce ne sont pas les conflits géopolitiques qui nous empêchent d'avancer, c'est les réticences de certains, y compris à Bruxelles, sur les conditions de création de l'Union et son fonctionnement. Sur le sommet des deux rives, ensuite, ça vient d'être dit par le secrétaire général, mais je le répète, le format 5+5 ne signe pas l'échec du format A43. Il est bien antérieur à celui-ci. Donc, ce n'est pas comme si on avait inventé quelque chose parce qu'on constatait que ça ne marche pas. C'est un format qui, ça a été dit par beaucoup d'entre vous, Méditerranée occidentale, marche quand même pas mal. Il y a quand même des problèmes particuliers. Il n'est pas contesté. C'est un groupe leader, d'une certaine manière. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ce n'est pas à la place, mais c'est avec l'idée de pousser. On a demandé quels seront les financements. Deux réponses à cela.
les idées dont je vous ai parlé, des catégories d'idées, ne sont pas que des idées qui requièrent financement. Il y a effectivement réduire la pollution par les bateaux, que sais-je. Bon, il y a adoption de positions communes dans les diverses organisations internationales, donc ça c'est sans financement, si je puis dire. Pour ce qui requiert financement, c'est pour ça qu'on a mis comme observateur la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, la BERD, maintenant qu'il y aura aussi, bien entendu, l'Union européenne elle-même. Donc l'idée n'est pas d'aller tirer uniquement sur les financements européens, mais sur un ensemble. Dialogue des jeunes, a-t-on dit. Vous avez déjà tiré ? Pardon ? Est-ce qu'il y a déjà eu du tirage là-dessus ? Ah oui, sur ces diverses organisations, oui, la banque, la BERD, la BEI, oui, absolument. Des montants ? Je n'ai pas ça en tête, non. On peut vous le retrouver, mais oui. Non. La question, pardon, c'est de quels moyens vous disposez ? Ça a été... Non, mais vous, attendez, moi je suis de la France, donc l'Union pour la Méditerranée n'a pas de moyens financiers. Ah, ça c'est clair. Non, mais 1, 2, nous soutenons, nous, la France, qu'il faudrait qu'elle en ait un peu. Troisièmement, moi je répondais sur le sommet des deux rives. La question était, où trouvera-t-on... Général. Non, mais est-ce qu'on parle des moyens financiers, et j'en suis, comme Pierre et comme vous tous, d'accord que l'organisme aurait pu avoir plus d'impact s'il avait plus de moyens financiers. Mais il ne faut pas oublier notre capacité de fédérer et de mobiliser des fonds, parce qu'elle est extraordinaire. Parce que quand nous labellisons un projet, quel que soit ce projet, c'est-à-dire que 43 pays membres ont politiquement décidé que ce projet était valait, mon français me trahit un peu, le soutien des bailleurs de fonds internationaux. Alors quand je parle à l'intérieur même de l'UPM, j'ai un représentant de la BERD et j'ai un représentant de la Banque européenne d'investissement. Ma capacité d'aller à parler, même Islamic Development Bank, la Banque de développement islamique, quand je vais le parler, je dis, je représente 43 pays membres qui sont ceux que vous connaissez, et on croit que ce projet est bon pour la zone, ils y viennent. Alors oui, on n'a pas, nous, des moyens financiers, mais on a une capacité de mobilisation. Et les exemples sont clairs, 400 millions d'euros pour Gaza, la plante de 90 millions pour la dépollution du lac Bizerte, l'université euro-méditerranéenne de Fès, qui jusqu'à maintenant, on est, je crois, à 80 millions d'euros. C'est nous qui avons monté, structuré ces projets, les amener chez les bailleurs de fonds. C'est nous qui avons créé même le modèle, ce qu'on appelle le blending entre le privé et public, gouvernementaux, non gouvernementaux. Alors il ne faut pas trop être dur sur le fait que vous n'avez pas les moyens. Oui, on n'a pas les moyens, mais on a les moyens de trouver l'argent et de mobiliser des fonds. Merci, monsieur l'ambassadeur. Juste terminer sur le sommet, donc le financement des projets qui naîtront du sommet par la diversité des institutions que j'ai dites. Dialogue des jeunes, c'est toute l'essence de ce projet. Les 100 personnalités qualifiées des 10 pays, théoriquement, ce sera le cas pour la France, en tout cas, ce sont des gens entre 30 et 40 ans, pas tous, mais majoritairement, et qui ne sont pas les usual suspects. Il y a une institution qui fait expressément le dialogue des jeunes, c'est la Fondation Annaline pour le dialogue des cultures. Mon dernier point, c'était par rapport aux questions qui ont été posées sur les pays. Nous travaillons bien, je ne sais pas si j'ai raison de le dire, avec l'ensemble des pays du 5+5, je ne vais pas les qualifier, mais tous, dans le contexte actuel de chacun, et ça se passe très bien parce que je pense sincèrement qu'il y a le sentiment qu'il est bon, il était bon que la France, si je puis dire, revienne en Méditerranée et le fasse de manière inclusive avec les divers États. Le projet que je vous ai présenté rapidement n'est pas qu'une idée française, il a été nourri par les réflexions avec les États, et un petit peu moins de volontarisme, je vais dire ça par euphémisme, que par le passé.
et qu'on soit aussi inclusif avec les sociétés civiles qui sont devenues plus importantes que jamais dans la région. Tout ça est très très bien accueilli. C'est compliqué, mais c'est bien accueilli. Merci beaucoup. Rappelons en un mot qu'au fond, nous avons évidemment, avec tous les pays qui bordent la Méditerranée, un avenir et un destin commun. Que ça, c'est absolument fondamental. Et je pense que vous avez senti ici ce matin de l'ensemble des membres, c'est au fond une attente, une exigence plus forte, je pense, d'un volontarisme réaffirmé d'une réelle politique méditerranéenne. Et donc, au fond, ceci devrait vous encourager dans la mission de l'un et de l'autre. Je pense que c'est une prise de conscience de l'ensemble des États qui sont concernés, qui doit absolument se faire. Je pense que ceci devrait être une priorité absolue de la politique étrangère française. La question de la paix, de la sécurité, de la stabilité de la Méditerranée est inscrite en tant que priorité française. Et je pense enfin, ça sera le dernier mot, que ça devait être une priorité pour l'ensemble de l'Europe. L'Europe regarde, vous dites, à l'Est et au Sud. La vérité, c'est que l'avenir et le destin de l'Europe, il s'écrit aussi avec la Méditerranée et qu'il doit se penser évidemment avec la Méditerranée et que là, il n'y a pas la moitié d'une Europe qui devrait se dire que ça n'est pas son problème. C'est une question et un défi commun, on va dire, pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Voilà. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Oui, bien sûr. Non, j'ai mes fonctions. Il y a des délégués interministériels comme celui à la sécurité routière qui sont avec un ministre. C'est mon cas également. Je suis aux affaires étrangères, mais j'ai des fonctions interministérielles qui sont effectivement de tenter d'harmoniser, de mettre en réseau, sinon de coordonner les divers ministères. C'est dans ce cadre que j'ai créé effectivement des réunions trimestrielles de fonctionnaires que je vois régulièrement. Voilà. Et donc, je fais ça en interne. 2, je représente notre pays dans les instances méditerranéennes, au premier rang desquelles l'Union pour la Méditerranée. Merci. Donc nous souhaitons bonne route à l'Union pour la Méditerranée et bon sommet des deux rives, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous deux.